Alors, je suis ravi d'être avec vous. On a voulu, avec Radio Imo et Laurent, on a voulu essayer de penser une conférence sur une thématique qui empêche les gens de tourner en rond, c'est-à-dire de réfléchir de façon différente. Je m'explique. Quand vous venez ici, vous venez voir une formidable émulation, à la fois intellectuelle, technique, de création, de volonté de faire du business aussi, avec des plateformes, de la technique. Ah, il est là. Voilà, François Roth, le cofondateur de Colonize, spécialiste du co-living. Viens ici, François. Voilà, ça c'est bien. Merci d'être avec nous. Donc on s'est dit, vous m'entendez bien là au niveau du son, ça va? On s'est dit, voilà, on va faire une conférence pour essayer, pas uniquement de vous proposer en termes de contenu quelque chose qui, j'ai inventé la dernière application, où j'ai trouvé la super technique, essayer de prendre les choses différemment, avec un peu plus de réflexion, si je peux m'exprimer ainsi, avec un peu plus de réflexion intellectuelle, sans dégrader l'idée. Et c'est une thématique que j'avais déjà initiée l'an dernier, qui s'appelle de l'économie de la propriété vers l'économie des usages. Vous allez voir, c'est un sujet qui est à la fois philosophique, qui est à la fois anthropologique, mais qui est aussi sociologique. Et ne vous y trompez pas, tout ce que vous voyez ici n'est fondé que sur ça. Toute cette technicité que vous voyez, tout ce déploiement technique n'est fondé que sur une chose, les besoins, la vision anthropologique de la façon dont nous vivons cette urbanité nouvelle, mais aussi la façon dont chacun fait socle ou fait communauté dans un pays qui est démocratique. Vous avez vu, j'ai employé le mot démocratie, puisque ce que nous vivons et la façon de notre façon d'habiter, elle est liée aussi au système de gouvernance dans lequel nous nous trouvons, qui nous laisse cette liberté à la fois de déambuler, de marcher. Je sais que ça fait beaucoup plaisir à Thierry. Alors pour en parler, bien évidemment, on a voulu que ce plateau soit mélange de l'intelligence, de l'énergie et des personnes qui connaissent très bien leur sujet, sur des disciplines qui apparemment n'ont pas forcément de rapport entre elles, on pourrait le dire, mais finalement, vous allez voir, un peu comme un cristal, chaque rejet de lumière donne une forme harmonieuse à ce principe qui nous permet à chacun et à chacune de vouloir et de pouvoir vivre ensemble dans cette nouvelle urbanité. Thierry Pacaud est un philosophe qui est aujourd'hui connu, son œuvre est considérable. Ça a été l'un des premiers à aussi tirer la sonnette d'alarme dans la façon de concevoir la fabrique de la ville. Moi, je l'ai découvert à l'occasion d'un livre qui s'appelle « Les désastres urbains ». Ça vous dit déjà le ton du personnage, mais aussi quelqu'un qui m'a fait découvrir, par exemple, l'Amérique verte, qui a été publié, republié, le manifesto sur la nouvelle architecture. Voilà, beaucoup d'ouvrages, une œuvre considérable, professeur à l'université, un grand chercheur, et surtout quelqu'un qui va vous apporter, merci à toi Thierry d'être avec nous, pour nous apporter tes lumières. Avec Ludovic de Jouvencourt, c'est le fondateur d'une société qui s'appelle Prélo. Alors, je trouve ça génial, parce que Ludovic, il a trouvé le moyen de vous donner un rêve incroyable. Vous savez, quand vous allez par exemple à Dinard, vous allez à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, et vous voyez une maison magnifique, front de mer, où tu tripes complètement et tu te dis, cette maison-là, je ne l'aurai jamais. Où t'as couru, toi? Voilà, détends-toi. Et tu te dis, jamais je vais pouvoir l'acheter. Attends, elle coûte 2 millions d'euros ou elle coûte 1,5 million d'euros. Donc tu peux rêver, tu es comme ça, dans une espèce de balade bucolique, et tu te dis, je ne l'aurai jamais. Et puis, tu as une boîte qui s'appelle Prélo qui te dit, tu vois, cette maison-là, si tu veux, elle est pour toi. Parce que mon budget, c'est par exemple, je ne sais pas moi, 250 000, 200 000 euros. Et puis, tu vas trouver 4 ou 5 personnes qui vont chacun mettre 200 000 euros, et tu vas créer un kibbutz de la résidence secondaire, avec un système partagé. Je fais juste le petit pitch, après je te donne la parole. Et donc ça, je trouve ça génial. Pourquoi? Je trouve ça génial parce que tu mets à la portée des personnes qui ont un rêve la possibilité de le matérialiser. Attention à ne pas confondre le time sharing, d'accord, qui est assis sur un échange, et ce que tu proposes, sur lequel tu as un vrai droit de propriété, et on en parlera tout à l'heure, et je pense que la vision insérée dans le philosophe national ne manquera pas de t'interpeller. Je vous présente aussi Anne Durand. Anne Durand, elle est architecte urbanisme. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la découverte, c'est une découverte, c'est l'approche intellectuelle que tu as dans ta vision de la ville, que j'aime bien parce que je trouve que dans sa vision, avec la préparation qu'on a faite, toi et moi, rapidement par téléphone, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la couleur que tu donnes dans la façon dont tu t'exprimes. Et je trouve que les architectes devraient mettre de la couleur. Et quand on met de la couleur dans sa vie,
tout prend un relief différent. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi, quand on parle de nos métiers, de réenchanter, de faire un petit peu de philosophie, un peu de lyrisme, parce que tout simplement, ça nous met de bonne humeur, tu vois. C'est ça l'idée aussi de parler. Et je vous présente François Roth, qui est le cofondateur de Colony. Alors, Colony, aujourd'hui, s'impose comme étant l'un des leaders du co-living. Alors, je l'ai beaucoup chambré au début, quand il est venu sur les plateaux de Radio Imo, en lui disant, finalement, tu as inventé une mode de kibbutz versus 21e siècle en ville. En ville, je vous dis, par exemple, à côté du Sacré-Cœur, dans le 5e arrondissement, dans des grandes villes, mais pas que, à des prix très accessibles, et une nouvelle façon, finalement, d'habiter sans être seul. Parce que je peux vous dire que dans une métropole comme Paris ou dans une grande métropole, on peut se sentir très seul quand on arrive et qu'on connaît finalement personne. Et donc du coup, François a trouvé cette façon d'habiter nouvelle, et on en parlera au niveau du co-living. Voilà, ça c'était l'introduction. Je vais maintenant te céder la parole, Thierry. En 1789, il y a une révolution qui dit liberté, égalité, propriété. Et ça a duré pendant 4 ans. Liberté, vous ne le saviez pas, mais vous le savez, en 1889, le slogan, c'était liberté, égalité, propriété. La France a inventé le droit de propriété. Et en 1792, le mot propriété a été remplacé par le mot fraternité. C'était la naissance de la Première République. Mais cette notion de propriété, elle a toujours été le sous-jacent de la Première et de la Deuxième République. Et on voit bien comment, après le Code napoléonien, le Code civil, s'est construit peu à peu le Code civil et la propriété immobilière. Thierry, cette façon irrationnelle qu'ont les Français d'être attachés à la propriété, à l'heure où nos usages sont bouleversés, nos comportements sociologiques, anthropologiques, la mobilité influencent la façon dont on détient la propriété. Quels impacts ça a aujourd'hui sur notre société et quelles réflexions tu en tires? En 2 minutes? Tu sais quoi? Tu fais comme tu veux. C'est magnifique comme question. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la philosophie, c'est effectivement la capacité de poser les bonnes questions et de réfléchir à cette étincelle d'intelligence dont tu parlais tout à l'heure. Alors, j'ajouterais quand même un point important à ce que tu viens de dire sur la naissance de la propriété dans le droit naturel français. C'est un droit naturel masculin, je tiens à le préciser tout de suite. La propriété, c'est une affaire d'homme. Aujourd'hui, on sait par les écoféministes nord-américaines que notre société, les sociétés les plus reculées que les archéologues nous montrent, sont des sociétés patriarcales. Donc la propriété passe aussi par la possession à la fois d'autrui et puis en même temps d'une localisation, d'un terrain, etc., etc. Alors là, je n'ai pas le temps de brosser le tableau anthropologique de l'importance du religieux dans la propriété, évidemment, et dans l'appropriation. Mais pour répondre à ta question, effectivement, il y a eu, vous le savez, un théoricien français, Pierre-Joseph Proudhon, qui en 1840 rédige un petit mémoire intitulé « Qu'est-ce que la propriété ?» Et la réponse qu'il donne, c'est le vol. Cette expression est très très connue. Elle est en fait sortie de son contexte, donc il faudrait relire le texte, mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Ce que je sais, c'est que 24 ans plus tard, il écrit « Théorie de la propriété », où il dit que la propriété, c'est la liberté. Donc vous voyez, il passe de la propriété, c'est le vol, à la propriété, c'est la liberté. En fait, l'idée est la même, c'est qu'il part du droit romain, où la propriété est définie par 3 qualités, usus, fructus et abusus. Et donc, il dit, si la propriété abuse, c'est-à-dire si on la met en vente, si on la détruit, si on la saccage, bon, eh bien là, c'est pas bien, c'est pas un bon propriétaire. Alors du coup, il met en avant usus. Usus qui veut tout simplement dire habitude, usage. Et évidemment, c'est une question très difficile parce que dans un de mes livres, j'essayais de comprendre qui avait inventé la notion d'usager. Vous savez, dans le discours de la politique de la ville, il y a toujours les usagers, ceci, ça. Bon, usager et ou ER, vous voyez. Et donc, usager ER, c'est en fait celui qui est prisonnier d'un statut qu'on veut lui confier. Or, je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, aujourd'hui, ce qui change radicalement, c'est qu'on ne peut plus penser l'économie des usages, comme tu l'as indiqué dans ton sous-titre, mais l'écologie des usages. C'est-à-dire que là, du coup, on ne peut plus avoir une propriété parce qu'elle a une enveloppe carbone, elle a une répercussion sur les enjeux environnementaux les plus immédiats.
Donc, intégrer la dimension environnementale à la question de la propriété nous oblige à repenser celle-ci, parce qu'elle n'est plus un objet de spéculation, elle n'est plus un placement, elle n'est plus quelque chose qu'on va laisser comme héritage à nos enfants. Elle est une exigence qui nous oblige à essayer de penser la société. Or, la société, elle est multiple, elle est composite. Donc il y a ceux dont tu parles, qui sont prêts à vivre autrement la propriété, comme mon voisin va vous l'expliquer, c'est-à-dire qu'on peut partager une propriété, bon, il y a plein de possibilités du partage, mais en même temps, il y a ceux qui continuent à acheter pour leurs enfants. Donc on a plusieurs sociétés dans la société. En 2000, un Américain, Jeremy Rifkin, publie L'âge de l'accès. C'est un livre qui commence par la première phrase et la suivante. Dorénavant, la propriété a changé radicalement. Alors, il explique ensuite dans son livre que si je veux avoir une Porsche le samedi, je la loue. Le lundi, j'ai un 4x4 parce que je vais à la chasse. Le mardi, je déménage un copain, j'ai une... j'y connais rien, moi je conduis pas, mais enfin bon, un truc, bon, comment on appelle ça, une camionnette, bon, etc. Je veux un tableau de Van Gogh, je ne peux pas me l'acheter. Enfin, généralement c'est très cher. Bon, mais je peux quand même le louer pour quelques jours, pour une soirée, et puis etc. etc. Donc c'est l'âge de l'accès. Cet âge de l'accès, c'est de dire que la propriété disparaît au profit des réseaux. Donc on n'est plus propriétaire de quelque chose qui nous stabiliserait, mais quelque chose qui nous ouvrirait dans des partages réseautés. Alors, philosophiquement parlant, et Sylvain l'a laissé entendre avec un mot très compliqué sur lequel j'ai passé plus de 30 ans de travail, qui est le verbe habiter. Habiter n'est pas se loger. Habiter n'est pas s'approprier un logement. Habiter n'est pas louer une maison. Donc là, on a une difficulté inouïe, philosophique, existentielle, c'est que dorénavant, dans les usages, il faut que nous soyons au plus près de nous-mêmes. C'est une question de fond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se satisfaire de X mètres carrés. Et là, un de mes auteurs fétiches, qui s'appelle Ivan Illich, dit « La population du monde entier loge dans des garages, mais pas dans des maisons ». Et là, c'est quelque chose de fondamental. Et souvent, je l'ai constaté, je fais 2 à 3 conférences par semaine, je peux vous dire qu'en France, l'hôtellerie est désastreuse. C'est indigne. L'accueil de l'autre, vous voyez, la notion d'accueil de l'autre, de l'hospitalité, est quelque chose qui exige une habitabilité ou un confort qui nous paraît élémentaire, mais qui n'est jamais donné, qui n'est jamais attribué, même si on paye très cher. Donc, penser la propriété aujourd'hui, ce n'est pas simplement refaire l'historique du droit de la propriété, ce qui serait déjà passionnant, ou voir que dans des tas de sociétés, ça n'existe pas et que ces sociétés s'en portent pas si mal. C'est d'essayer de comprendre comment le propriétaire n'est pas simplement le possesseur de quelque chose, mais l'attributeur de la beauté indispensable au vivre ensemble. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je vous raconte une anecdote. Je ne donnerai pas le nom du promoteur. J'allais le dire, mais tout d'un coup, je me rappelle qu'on est ici, donc je ne vais pas dire ça. J'ai une ancienne étudiante à moi qui travaille chez Christian de Porzampar. Elle dit, voilà, il fait une première réunion avec le promoteur. C'est du logement pas très cher en accession, mais entre guillemets dit social. Alors déjà, vous voyez, moi, philosophiquement parlant, un logement qui est qualifié de social, je ne comprends pas pourquoi. Un logement, c'est un logement. C'est forcément le mieux possible. Bon, donc déjà, c'est bizarre, bon, c'est louche. Alors, Christian de Porzampar dit, vous voyez, il y a l'ascenseur. L'ascenseur, il ouvre sur un palier qui fait 12 mètres carrés et chaque couloir fait 3 mètres de large. Bon. Et puis, il s'en va. Il ne revient plus jamais. Il est dans le monde entier. Il a tellement de chantiers. Et donc, mon étudiante qui est chargée de suivre ce chantier, un jour m'appelle, elle est effondrée, elle me dit, les couloirs font 1 mètre. Et le palier a disparu. On sort de l'ascenseur et on bute sur les couloirs. Donc, cette générosité donnée à l'espace partagé disparaît parce que ce qui est important, c'est de gagner de l'argent. Et c'est un mauvais calcul. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux promoteurs immobiliers. C'est un très mauvais calcul d'offrir des toilettes et des salles de bain qui sont des placards. Une salle de bain doit avoir une fenêtre. C'est obligatoire. Il faut que les appartements soient traversants, c'est obligatoire. C'est ça l'écologie. Il faut rompre avec le BTP à l'ancienne et favoriser le BTP bois, terre, paille. Il faut s'arrêter à l'ère du béton. C'est terminé le béton.
n'y a plus de sable. Le sable... Ah, non, mais j'arrête. Non, mais c'est passionnant. Non, monsieur, je vais Je sais pas. m'emporter. J'adore ce que tu dis, non pas par le fait que tu es l'un des rares philosophes de l'urbain à être présent dans cette discipline. Ce que je veux dire, c'est que tu nous amènes, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, à réfléchir différemment par rapport au modèle qu'on nous propose. Alors, je vais te céder la parole, Ludovic. Ludovic, rapidement, Prélo, c'est quoi? Et ce qui est très intéressant, c'est à quel point la façon dont tu as construit cette entreprise, où tu es ce qu'on appelle un start-upper, quelque part, comme on le disait jadis, tu seras start-upper, mon fils, tu peux te définir et en même temps te dire, quelque part, d'un besoin ou d'une envie, tu t'es dit, je vais créer ça. Parce que nécessairement, à un moment donné, tu t'es dit, sa maison, j'aimerais l'avoir, j'aimerais y être ou j'aimerais l'utiliser. Voilà, raconte-nous un peu, Prélo. On a du son dans le micro? Allô? Voilà, super. Donc, quand on a créé Prélo, on est parti de 2 constats. Le premier, c'est qu'en moyenne, un Français, un Européen passe 36 jours par an dans sa résidence secondaire. Ce qui en fait, d'une part, une aberration économique pour lui, parce qu'il va acheter cette propriété dans son intégralité et finalement en profiter moins de 1/8 de l'année. Et ensuite, on s'est rendu compte que le changement des codes de l'habitat et le nomadisme fait qu'on a besoin d'habiter ailleurs. La résidence secondaire, même si le terme n'est pas forcément adapté aujourd'hui, la résidence flexible commence à prendre une place beaucoup plus prépondérante dans la façon de consommer l'immobilier. En revanche, quand on est déjà propriétaire de sa résidence principale et qu'on a été chercher le meilleur de son pouvoir d'achat en termes de mètres carrés et de sa capacité d'emprunt, structurellement et mécaniquement, on n'a plus les moyens d'acheter sa résidence secondaire, ce qui en fait une douleur pour les consommateurs. On a capitalisé sur ces 2 souffrances pour se dire pourquoi ne pas vendre des résidences secondaires en copropriété. Donc tu en as parlé tout à l'heure, on a mis un coup de frais sur le vieux modèle du timeshare et on a complètement refondu les problématiques de ce modèle en faisant en sorte que d'une part, les nuitées et les semaines ne sont pas vendues de façon fixe. On a une quote-part de nuitées, donc pour 1/8 de la propriété, on peut réserver 44 nuitées sur le calendrier de façon assez souple. Et surtout, on a enlevé toutes les frictions dans la façon de consommer sa résidence secondaire. Donc on s'occupe de la conciergerie, de l'entretien, du ménage, ce qui nous permet en même temps de standardiser le niveau de qualité de l'habitat qu'on offre à nos clients. Tu veux dire qu'en fait, ceux qui achèteraient une maison secondaire, d'abord en mettant des tickets qui sont moins chers que la maison en elle-même, le fait que ce soit géré, parce qu'ils ont des parts de SCI, on est d'accord? Tout à fait. Donc ils ont un titre de propriété. Tout à fait. D'accord? Le fait que tu gères ou que tu administres le bien, ça donne une garantie que le bien est bien entretenu, en fait. Donc ça a une valeur environnementale, ça a une valeur sur l'impact? C'est un des enjeux, effectivement. Thierry en a parlé, on se rend compte que lorsqu'un bien est possédé par une personne et loué à une autre personne, il y a un désalignement d'intérêts qui est que l'un vise le capitalisme, donc le fait de s'enrichir, alors que l'autre veut vraiment habiter. Là, l'enjeu pour nous, c'est de faire un réalignement d'intérêts en faisant en sorte que la personne qui possède le bien et qui le consomme s'y sent bien, et donc que le standard, la qualité y soit. Et donc c'est vraiment en ce sens-là que nous, on s'est rendu compte que c'était vraiment important de rendre la propriété immobilière beaucoup plus accessible. Et pour même vous faire l'histoire, avant de s'attaquer au problème de Prélo, donc de la résidence secondaire, on avait étudié les cas d'usage qui étaient sur la résidence principale, réduire le ticket d'entrée sur l'achat de sa résidence principale ou sur l'investissement locatif. Mais on pourrait, dans l'absolu, on pourrait imaginer un modèle, ça ressemble un peu à Colonie, dans lequel finalement le principe de l'immobilier, qui est l'immobilité, moi quand je t'entends, je me dis, mais du coup je suis mobile tout en étant propriétaire. Je simplifie un peu. Alors je voudrais poser la question à Anne. Anne Durand, donc toi tu es architecte et urbaniste, tu as une vision de la ville, à la fois une vision à l'échelle d'un quartier, d'une rue, mais aussi une vision globale. À la réflexion de ce que nous a dit Thierry, parce qu'il y a une chose que je retiens, c'est que y a-t-il, selon toi, moi c'est ce que je dis souvent parce que je pense que c'est le cas, qu'on vit une période unique dans notre civilisation
puisqu'on est la seule génération à avoir connu la fin d'un siècle, d'un millénaire et d'une décade. 3 fois. Ça arrive qu'une fois tous les 1000 ans. Donc finalement, si on devait jouer au loto, ça serait maintenant. Hein. Je veux dire, clairement, on est hyper exposé. On l'a tous connu, finalement, cette fabrique de la ville, dans l'art d'habiter, au sens où l'a exprimé Thierry. Parce que souvent, tu as raison de le rappeler, quand on dit « j'habite », c'est pas que le logement. Ça recouvre une réalité bien plus grande. Anne. Question vaste. Non, non c'est vrai que moi, je suis architecte, je construis, mais c'est vrai que je m'intéresse un peu au processus depuis longtemps, aux processus qui font qu'on vit nos villes d'une certaine manière ou l'habitat d'une certaine manière. Donc c'est vrai que je mêle vraiment pratique et recherche, et je pense que c'est dans une idée de bousculer les acquis, c'est ce qui m'intéresse, et je pense que cette table ronde, c'est aussi ça l'enjeu, se dire la propriété, c'est pas simplement être propriétaire d'une chose, avoir l'usage d'une chose, tout peut être modifié. Donc j'ai pas bien. C'est savoir la question de la qualité dans la. Alors, non mais je vais aller plus loin. Le Covid a révélé une chose, c'est que les personnes ont fait connaissance avec leur logement pendant cette période. Brutalement, et je dis bien brutalement et assez violemment, ils se sont retrouvés dans leur pièce à vivre. Et ils ont vu qu'elle était petite. Ils se sont retrouvés à proximité de la cuisine et ils ont vu les effets délétères que peut avoir la cuisine avec des enfants dont on ne savait pas finalement quoi faire pendant cette période de confinement. Là où les sacrifices des extérieurs, de la terrasse, du balcon avaient été faits pour acquérir le bien, se sont mis en relief de façon assez puissante et même assez violente. Et d'ailleurs, d'un point de vue comportemental, on a observé une croissance démesurée des violences conjugales pendant la période de confinement et de la maltraitance des enfants pendant cette même période. Ce qui prouve bien en fait que l'habitat a révélé dans les comportements. D'accord, j'avais pas bien saisi la question. Voilà. Okay. Et donc moi, ça pose la question de la qualité et donc, des logements. La question de la qualité, et l'architecte que tu es, dans cette nouvelle réflexion, quelle est cette ville dont on voudrait aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, bâtiment traversant, une fenêtre systématiquement. Voilà. Eh bien, non, c'est vrai que c'est une question qui a repris le dessus ces 2 dernières années. Enfin, aujourd'hui, quand on écoute la ministre, c'est que le sujet, je suis là nouvellement élue au Conseil de l'Ordre des architectes, et c'est vraiment un sujet dans lequel les architectes sont assez éloignés, ont été mis de retrait depuis quelques temps. Éloignés. Oui, non, vraiment, aujourd'hui. Non, mais la question de la qualité du logement, c'est une question qui revient vraiment sur le devant de la scène. Mais ces dernières décennies, vous pouvez parler avec n'importe quel architecte qui fabrique du logement, on est un peu le dernier maillon de la chaîne. Et le logement, on s'est intéressé, on se réintéresse à l'usage, mais ça redevient récent. Ça peut paraître complètement fou, mais quand on parle logement, on parle souvent produits financiers, parce que ce sont des investisseurs qui interviennent, et qui, même pour les bailleurs. Et donc aujourd'hui, l'architecte tente de retrouver une place pour créer de la qualité. Donc en effet, la tribune de François Leclerc, dont on entend beaucoup parler, c'est revenir sur du bon sens, c'est-à-dire des logements traversants, de la qualité de vie, de retrouver de la nature en ville, etc. Donc ça, c'est quand même assez basique. Mais c'est vrai que ça pose la question, et c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, sur le rapport entre économie et écologie dans la fabrique des territoires, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur des questions chiffrées, financières, pour fabriquer la ville. Quand on regarde, c'est que le prix du foncier, le coût de la construction, les aides publiques, et à la fin, c'est qu'un ensemble de chiffres, et qui fait beaucoup moins appel au talent ou à d'autres valeurs. Donc aujourd'hui, là, par exemple, on essaye de travailler avec des aménageurs pour s'intéresser aux externalités environnementales. Enfin, c'est-à-dire, quel est l'impact de vos opérations sur l'environnement? Ça, on ne le prend jamais en compte. À partir du moment où on va le prendre en compte, eh bien, peut-être qu'on ne construira plus de la même manière et les valeurs vont changer. Donc je trouve que là où il y a une évolution sur la question de la propriété, de l'usage, et voilà. Alors justement, avant de te redonner la parole, Thierry, je voudrais qu'on parle de
Colony. Alors, juste quelques mots sur Colony rapide. Et pourquoi aujourd'hui ce besoin qu'on appelle le co-living? Alors, moi, au début, je parlais de colocation. C'est pas de la coloc, hein. C'est pas exactement de la coloc. Je comprenais pas très bien le mécanisme. Il a fallu que je m'intéresse, en rencontrant François, au sujet pour voir comment, finalement, ce besoin s'est développé en termes d'usage aujourd'hui. Et avec les volumes que ça représente, les investissements que ça représente, c'est juste colossal. Quelques mots sur Colony. Alors, Colonies, on est une entreprise française, mais on est à dimension européenne aujourd'hui. On est exploitant de co-living, donc on n'est pas propriétaire des murs. On design des endroits, des espaces, et on les rend accessibles à des jeunes actifs très majoritairement, même si on s'ouvre de plus en plus à d'autres cibles. Et l'idée, c'est de leur offrir des espaces privés beaucoup plus généreux qu'une coloc. Théoriquement, ils ont vraiment un studio ou à minima une très grande chambre avec une salle de bain privative. Et après, ils vont avoir toutes sortes d'espaces dédiés à de la mutualisation, un espace de travail, un espace pour faire du sport, un espace pour aller dehors, ou ainsi de suite. C'est exactement la même logique. Une salle de sport, normalement, on va y passer 2-3 heures par semaine maximum. Personne n'en a chez soi dans les grandes métropoles européennes. Avec la mutualisation et le partage, on arrive avec les mêmes mètres carrés à rendre de l'usage à tout le monde. Je trouve que c'est très intéressant ce que Thierry a dit au début. En fait, la problématique aujourd'hui des jeunes sur l'accès à la propriété, il n'est même pas propriété au sens où on l'entend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont même plus le droit d'usus. C'est-à-dire simplement être titré d'un droit d'usage, avoir un bail, c'est quelque chose pour les moins de 30 ans qui devient de plus en plus pénible dans les métropoles. Sous location, ils passent sur Airbnb, c'est la débrouille, ils vont dans des endroits, ils sont même pas assurés souvent dans les appartements. C'est de ça dont on parle. On parle même pas d'être titré d'un droit de propriété, on parle même juste simplement d'un bail. L'autre problématique, nous, on a identifié, c'est que de façon hyper paradoxale dans les grandes villes européennes et principalement les françaises, parce qu'elles ont toujours été construites sur un modèle assez concentrique, c'est que plus vous vous rapprochez du milieu dans les endroits les plus sûrs et les mieux connectés, moins la population est active et plus elle est vieille. Donc en gros, vous avez aujourd'hui les actifs, ceux qui créent de la valeur. Et je vous invite à demander à votre coiffeuse, à un serveur, à un cuisinier, à tous les gens en fait, qui bossent pour vous toute la journée à Paris où ils habitent. C'est très 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 rare qu'ils vous répondent « j'habite à Paris ». Donc aujourd'hui, c'est des gens qui vont prendre de plus en plus des transports, aller de plus en plus loin, participer à l'étalement urbain ou ainsi de suite. À côté de ça, on a du foncier qui existe, qui est du foncier obsolète. Nous, aujourd'hui, on a 1,8 milliard en développement en valeur d'actifs pour 12 000 chambres. À plus de 80%, c'est de la réhab d'existants. Et la quasi-totalité des gros projets qu'on a, c'est des bureaux obsolètes qu'on a conçus il y a 40 ans. Donc le pas d'étage n'est pas le bon, les fenêtres ne sont pas les bonnes, on n'est plus du tout aux normes de ce qu'on veut. Et alors là où c'est effectivement très compliqué de faire des logements de qualité, parce qu'ils sont tellement larges, on ne peut pas faire de traversant, on ne sait pas quoi faire du noyau, ainsi de suite. Nous, notre conviction, c'est que sur ce modèle, on peut donner une vraie qualité d'habitat, parce que ce que vous louez, ce n'est pas un studio, c'est un studio plus 200, 300, 500. Le plus gros projet qu'on a, il y a 700 mètres carrés d'espace partagé intérieur et un parc qui fait quasiment 1 hectare. Donc aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir accès à tous ces espaces, en plus de votre espace privatif. Donc là, vous avez vraiment accès à des extérieurs, vous avez accès à une vraie qualité de vie, vous avez accès à des usages que vous ne pourriez pas vous payer seul par la mutualisation. Alors, nous, on n'est pas des ayatollahs du co-living. Ce qu'on constate, c'est que en grande majorité dans les métropoles européennes, les gens entre 20 ans et 30 ans, à 75%, pourraient à un moment de leur vie vouloir y habiter. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut que tout le monde habite dans des kibbutz ou dans des co-living toute sa vie, mais ce qui est certain, c'est qu'en Europe, on a 10, 15, 20% de la population dans toutes les économies modernes d'Europe qui ont ce besoin, qui ont un besoin de flexibilité, et qui a une population aussi, on en a assez peu parlé, mais qui est très isolée. La moyenne en région parisienne des jeunes actifs de moins de 30 ans, en moyenne, ils sont nés à plus de 200 km de l'endroit où ils ont leur résidence principale. Nous, chez Colonies, il y a 10 Parisiens, on est 90. Tout le reste, c'est des provinciaux. Donc en fait, vous arrivez dans des villes où vous n'avez pas votre famille, vous n'avez pas forcément votre cercle d'amis, et en fait, vous vous retrouvez terriblement seul. Quand en plus, on a des promoteurs qui détruisent les paliers, qui détruisent tous les moyens de se rencontrer au sein d'une résidence où il n'y a plus le gardien qui crée un peu de lien social ou ce genre de choses, vous vous retrouvez dans un studio en fait, qui fait 20 mètres carrés où potentiellement vous passez 2 ans. Et puis il y a des histoires sordides où on se rend compte que quelqu'un décède dans la copro et les gens s'en rendent même plus compte. Donc l'idée de recréer du lien social aussi, pour nous, est une nécessité à un certain point. Alors la dernière chose sur laquelle je voulais arriver, c'est que je pense qu'on peut réconcilier la propriété et l'usage avec les nouveaux moyens. Donc on a tout ce qui est blockchain par exemple, on a des moyens comme Ludovic aussi d'acheter à plusieurs. Nous, il y aurait quelque chose qu'on aimerait développer un jour, ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais ce serait peut-être la possibilité d'investir en fait en personnel dans de la pierre papier et de convertir les intérêts qu'on aurait dans la pierre papier, non pas en argent sonnant et trébuchant sur votre compte, mais en droit d'habiter.
et de réussir à liquéfier l'expérience d'habitation principale, d'être capable de se dire l'année prochaine j'ai besoin d'aller à Berlin, l'année d'après moi j'ai 6 mois à Bruxelles, ensuite je vais revenir à Paris et je suis bien, et puis peut-être qu'un jour j'ai envie d'acheter, j'ai envie de fonder ma famille, et puis je vais vendre ma pierre papier, j'ai constitué mon apport. Je pense qu'il y a beaucoup de modèles aujourd'hui, on en est au tout début, qui vont se développer, et le dernier truc sur lequel je trouve c'est hyper important d'insister, c'est la liberté en gros. Hein. Aujourd'hui le résidentiel c'est quelque chose en France, on est les pros pour légiférer, produire du droit, du droit de plus en plus contraignant, qui d'ailleurs n'est pas toujours très, très productif. Et en fait, souvent, on ne regarde pas où sont les usages et où est le besoin. Nous, la vérité, c'est qu'on est resté à plus de 95% d'occupation, même pendant les confinements, dans notre parc. Donc en fait, les gens, ils ont besoin d'avoir un jardin, ils ont besoin de se retrouver à plusieurs. Et en fait, ça, c'est peut-être la plus grande réussite qu'on a. C'est que oui, ça n'existe pas dans les PLU aujourd'hui, ce qu'on fait, dans pas mal de PLU. Mais on a des gens qui ne veulent plus en partir. Et on a un temps moyen de séjour qui ne fait que s'allonger. Thierry, c'est un vrai changement d'utilisation. Non, mais je suis tout à fait... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par mes trois compagnons et compagnonnes. Ça va dans le sens d'un livre publié il y a 2 ans par Anitra Nelson, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, pas Anita, hein, Anitra Nelson. C'est une permaculturesque urbaine australienne qui est l'élève de David Holmgren, vous savez, le théoricien de la permaculture, et ils appliquent la permaculture à la permaculture urbaine. Et donc, elle écrit un livre qui est un appel à la décroissance des logements. Elle dit les logements sont trop grands. Alors moi, ça m'avait un peu choqué parce que moi, je cherche au contraire des appartements spacieux et agréables. Et en fait, elle va dans le sens de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le logement là où je vais dormir et me reposer peut être petit, mais évidemment très confortable. Mais j'aurai mon bureau dans une boutique qui est fermée au coin de la rue, qui sera partagée par plusieurs autres télétravailleurs. J'aurai un endroit pour jouer avec mes enfants dans ce qui sera une crèche de quartier, qui est un peu plus loin par ailleurs. La buanderie sera partagée à l'échelle de l'immeuble. Donc effectivement, mon appartement plus ses annexes, j'allais dire, ça fait un grand appartement, mais pour le prix d'un petit. Bon. Et donc ça s'inspire des travaux d'un sociologue américain qui s'appelle Ray Oldenburg, que vous connaissez peut-être de nom, qui en 1989 invente la notion de tiers-lieu. Et le tiers-lieu, pour lui, ça part de l'idée que l'Amérique est faite de suburbs, que donc les Américains sont toujours dans leur bagnole, ils ont un premier lieu qui est leur maison, un second lieu qui est leur bureau, leur boutique, enfin peu importe là où ils travaillent, et il leur manque le troisième lieu, c'est celui de la socialisation. Et donc, pour ça, ils vont dans le salon de coiffure, dans le bar de quartier, dans la librairie du coin, et finalement, ils lui attribuent d'autres finalités, d'autres affectations sociologiques que le principe de la boutique au départ. Bon. Alors, ça pénètre en France, mais ça change de sens. Hein. Le coworking, le mot apparaît à San Francisco en 2005, enfin, etc. Bon, j'ai fait l'historique de tous ces trucs pour montrer à quel point il y a une inventivité qui se traduit par un nouveau rapport au bâti. Et comme l'a dit très justement Anne, il n'y a pas de bâti sans des itinéraires qui y conduisent. Donc l'importance des espaces publics, de plus en plus arborés, de plus en plus mêlés à la nature, c'est quelque chose qui est absolument décisif. Bon, et donc ça va à l'encontre de l'architecture à l'ancienne, j'allais dire. C'est-à-dire l'appartement, le T1, T2, T3. Moi, quand j'ai commencé à enseigner la philosophie de l'architecture, que j'essaye d'inventer, il y a très très longtemps, je me suis dit, je vais être méchant, quel est le criminel qui a inventé T1, T2, T3 ? Donc j'ai cherché historiquement, parce que j'ai fait l'historique des logements. L'attribution des pièces n'existe pas dans toutes les cultures du monde. Il y a des tas de cultures où on a une seule pièce à vivre, on a plusieurs. La chambre est quelque chose de très récent. Là, dans mon prochain livre qui sort bientôt, je fais une page de pub, Pays d'enfance, je fais l'historique de la chambre à coucher des enfants. C'est quelque chose de très très récent. Et qui n'est pas partagé. La majorité des enfants en France n'ont pas une chambre à coucher pour eux. Bon, donc, et c'est peut-être pas grave, attention. Bon, donc, le fait de dire, voilà, j'ai un T3, toc, 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 est-ce que ça correspond vraiment à notre façon d'être logé ? Je ne dis pas habiter, c'est autre chose. D'être logé, non. La réponse est non. Donc, on a bien là, et tu l'as très bien dit, il y a des différences de génération.
aujourd'hui, je cherche plutôt ceci, il y a 20 ans, je cherchais plutôt cela, etc. Quand on n'a pas d'enfant, on cherche quelque chose qui est peut-être d'une plus grande souplesse d'adaptation de logement. Par contre, après, ben voilà, on voudrait au contraire... voilà. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, finalement, c'est intéressant parce que on voit bien que, et surtout la génération des trentenaires, vous avez été éduqués dans cette dimension. Quand tu parles, par exemple, où la chambre à coucher des enfants, c'est un phénomène récent, c'est un phénomène qui n'a pas 70 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène qui est ancré. Mais aussi les salles d'eau, par exemple, les salles de toilette. Il y a beaucoup de choses qui sont venues par l'abondance d'une société qui a voulu aussi, dans une façon réelle d'aborder le logement et l'habitat, donner un certain sens. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, une apogée à ça? C'est-à-dire que est-ce qu'on ne touche pas un peu les limites de cette hypermétropolisation qui fait qu'avec une crise pandémique que personne n'avait vu venir, un virus qui a mis à genoux les économies de la planète, du coup ont ébranlé toutes nos certitudes et nous ont dit bah, la prospérité, elle est pas forcément infinie. Et qu'à un moment donné, il faudra peut-être revenir à quelque chose de plus sobre ou de plus frugal. C'est pour ça que finalement, tu vois, dans l'approche de Ludovic comme celle de François, il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre de la frugalité, si on devait l'analyser d'un point de vue philosophique. Thierry, qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et on pourrait prolonger ça en disant que un logement partagé comme ça va certainement, je l'ai vu dans plusieurs habitats autogérés à Genève, c'était aussi la réduction du nombre de voitures. C'est-à-dire que du coup, les 10 familles qui étaient là avaient plus que 2 automobiles. Et en fait, après, il y avait un cahier pour la réserver, etc. Et je vous signale en plus que là, le chauffage résultait des toilettes sèches. Donc tout d'un coup, il y a des toilettes sèches dans un immeuble avec une machine, je vous rassure, hein, on n'y met pas les mains ni rien, ça aboutit à des petites briquettes qui vont alimenter le chauffage. Donc il y a tout d'un coup là une préoccupation environnementale qui est possible. Tout seul, on n'y arrive pas. Bien sûr, bien sûr. Il nous reste quelques minutes. Je crois je voudrais faire un dernier rapide tour de table avec toi, justement, pour nous donner des éléments, nous donner aussi envie d'avoir envie dans ce que tu fais. Ludovic, tu as la parole. Alors, déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit François, que je trouve très intéressant. Nous, déjà, aujourd'hui, on a des acquéreurs potentiels qui nous contactent en nous disant on a un budget pour une résidence secondaire complète. Je vais dire un chiffre de 300 000 euros, par exemple. Quand ils se rendent compte du potentiel de mutualiser le portage d'un actif immobilier avec plusieurs personnes pour en maximiser son utilisation en fonction des moments de la vie, quand je pars en vacances, en week-end, etc., ils se projettent déjà au fait de répartir ce budget sur 8/8e de 8 propriétés pour le prix d'une même maison. Ah, c'est intéressant. Ce qui nous projette dans un deuxième temps sur ce cas d'usage que tu as parfaitement décrit, François, qui est on pourrait faire une foncière type SCPI où les porteurs d'actifs sont les gens qui ont le droit d'usage et de jouissance Et donc, sur en le fait, parc immobilier. Donc en fait, tu es en train de dire la rentabilité, ce ne sera pas l'argent, mais la jouissance en elle-même. Je suis désolé, mais il faut vraiment que je conclue, mais j'aime beaucoup cette idée de créer un véhicule qui est financier et qui sert autre chose que des dividendes. Tu vois l'idée? Pour le réalignement d'intérêt. Voilà. C'est ça que ça me Moi, j'ajouterais que ça Anne. puisse aussi s'ajouter à créer une économie sur les territoires, parce que là, on parle de métropolisation, de métropole. En fait, là, il n'y a pas vraiment de souci, mais c'est faire revivre aussi les petites villes où tout le monde a envie de vivre, mais où il n'y a pas d'économie, où il n'y a pas de travail. Et par la mutualisation de ces investissements, dont le fruit serait autre chose qu'un dividende versé, ça, là, il y a quelque chose de vertueux, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Français qui aimeraient le faire. Merci. Quelques mots, François. Non, bah moi, c'est peut-être une note un peu pessimiste, mais réaliste pour finir. Mais c'est aussi nécessité fait loi. Je pense que le monde a changé entre nous et la génération d'avant. Si vous comparez combien il fallait gagner par mois pour se payer un 100 mètres carrés dans Paris il y a 40 ans et aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat, ça a été multiplié par 6, je crois. On a gagné 4 ou 5 millions d'habitants dans le Grand Paris, sans quasiment rien construire dans Paris intramuros. Donc en fait, il y a un moment, c'est mécanique. Excuse-moi, François. Paris a perdu 55 000 habitants durant les 5 dernières années. Je parle du Grand Paris. Ah d'accord. Je parle du Grand Paris, la métropole aujourd'hui. Paris, parce que Paris intramuros perd à peu près 10 000 habitants, 10 à 12 000 habitants chaque année. Le Grand Paris a gagné quasiment 5 millions d'habitants. Par contre, tu as raison, le Grand Paris, c'est-à-dire les 8 départements d'Île-de-France, soit un cinquième de la population. Pas à Paris intramuros. Un cinquième de la population. Donc on étale, on réétale. En fait, il y a un moment, et je ne parle même pas d'écologie, de la nécessité de reconstruire la ville sur elle-même, d'utiliser ce qui est obsolète, d'avoir moins d'espace,
Ou alors, moi, j'ai pas d'autre solution en fait que de mutualiser plus si on veut se rapprocher et avoir autant de qualité d'usage. Je vois pas d'autre solution aujourd'hui. Alors, vous voulez que je vous dise une chose, Je les voudrais amis juste, Oui, juste très dire rapidement. un mot simplement Oui. à tout l'auditoire qui est là. C'est qu'un logement n'est pas qu'un corps de bâti, d'un corps de bâtiment. Et là, je cite Gaston Bachelard, c'est un corps de songe. Et tant qu'on n'aura pas renoué avec cette sensibilité perçue que tous les matériaux sont des appels à une rêverie, alors, à mon avis, on ne sera pas bien. Merci beaucoup Thierry. Voyez, je vais conclure. C'est une conférence, bon, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas beaucoup plus de monde, mais je suis très content que vous soyez là. Je pense que ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, c'est quelque chose que vous n'entendez pas souvent. Parce qu'effectivement, on parle de classe d'actifs, on parle d'excellisation, on parle de financiarisation, et on ne renchante pas cette idée d'habiter. Moi, j'aimerais que la prochaine fois, si vous êtes d'accord, je vais organiser un grand plateau à la radio, à Paris, et tu sais que j'aime prendre le temps, parce que la complexité, elle ne se traite pas en 3 secondes, et qu'il faut prendre le temps et donner le temps au temps. Je vous propose, si vous le souhaitez, effectivement, de nous suivre là-dessus, pour qu'on puisse continuer, même dans ces milieux-là, même dans ces environnements, là, et je remercie d'ailleurs Stéphane Scarella de nous laisser la possibilité de mettre ce type de contenu comme ça dans un milieu qui est très start-upper, où on parle beaucoup de bénéfices, de business, de développement, et que vous ayez cette capacité à discuter. Merci à Thierry Pacaud, applaudissements pour Thierry Pacaud, philosophe de l'urbain, qui a repoussé son voyage à La Rochelle pour être avec nous. Un grand merci à Ludovic de Jouvencourt, le fondateur, le cofondateur de Prélo, merci. Grand merci également à Anne Durand, architecte urbaniste. Merci Anne, et c'est promis, la prochaine fois on prendra plus de temps. Et bien évidemment un triomphe à François Roth, le cofondateur de Colonis. Merci François. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, les personnes sont là. Si vous souhaitez leur poser des questions, vous pouvez bien sûr. Merci encore.